Londres, 5 juin 1944. Dans cette salle de commandement se prépare le débarquement qui aura lieu le lendemain sur les côtes françaises. Des messages énigmatiques sont diffusés sur les ondes de la BBC. Londres. Veuillez écouter maintenant quelques messages personnels. Les girafes ne portent pas de faux cols. Clémentine peut se curer les dents. Je n'aime pas les crêpes Suzette. Nous disons, je n'aime pas les crêpes Suzette. 210 messages au total qui s'adressent à tous les résistants de France. À la veille du débarquement, ces messages leur ordonnent de réaliser des sabotages et de combattre l'occupant. Le signal de l'insurrection est lancé sur tout le territoire. C'est le général américain Eisenhower, commandant en chef des forces alliées, qui a décidé de déclencher cette mobilisation générale des résistants. Il veut que toute la France se soulève pour semer la confusion chez les Allemands. Son objectif, attirer l'attention de l'ennemi ailleurs que sur la Normandie. On asperge toute la France, et même un peu de la Belgique et de la Hollande, avec des messages en leur disant mobilisez-vous, mobilisez-vous, si bien que les Allemands, pendant quelques heures, mais ce sont des heures précieuses, ne savent plus où ils en sont, parce qu'ils ne savent pas si c'est en Normandie, ou en Bretagne, ou dans le nord de la France, ou en Hollande, ou en Belgique, que va avoir lieu le débarquement principal. À l'aube du 6 juin 1944, l'armada alliée atteint les côtes de Normandie. 156 000 soldats vont prendre pied sur une bande de territoire de 80 km. Des Américains, des Anglais, des Canadiens. La libération de la France commence. De l'autre côté du pays, à 800 km des plages normandes, le Vercors est l'un des nombreux maquis à répondre à la mobilisation ordonnée par Eisenhower. Depuis la fin 1942, quelques centaines de résistants se sont réfugiés dans ce décor mystérieux et fascinant. Ils se cachent dans ce massif entouré de falaises vertigineuses qui forment une impressionnante citadelle naturelle. Je n'aime pas les crêpes Suzette. Ayant entendu les messages codés de la BBC et l'annonce du débarquement en Normandie, plusieurs centaines de jeunes de la région décident de monter au maquis. Ouvriers, artisans, étudiants, ils abandonnent domicile et travail pour rejoindre la résistance. Le maquis est rapidement submergé. En quelques jours, les effectifs du Vercors passent de 400 à 4000. En haut, sur le plateau, Paul Borel, maquisard de la première heure, accueille ces jeunes de la ville. L'état d'esprit était sensationnel. Tout le monde voulait en découdre. Tout le monde voulait en découdre avec l'ennemi, avec l'occupant. Mais alors, au point de vue vestimentaire, eh bien, ils sont arrivés comme ils ont pu. Enfin, habillés avec un bleu, on leur demandait de ne pas monter en costume du dimanche. On leur avait demandé d'arriver avec une couverture, une musette et une paire de brodequins. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance. Ce sont ceux du maquis, combattant pour la France. Ces images sont filmées par un jeune résistant, Félix Forestier, qui a travaillé pour les actualités cinématographiques avant l'occupation. Il est monté au maquis avec du matériel léger. Et sur son brassard de résistant, il a dessiné une caméra. Le cinéaste filme l'exaltation des maquisards. Ces jeunes ne savent pas que le combat risque d'être terrible et qu'ils n'y sont pas préparés. Devenir militaire d'un bout en blanc, c'est pas en quelques jours qu'on peut former des militaires. Parce qu'en face de nous, on a quand même une armée, hein, c'est pas... Est-ce qu'on les a pas un peu envoyés au casse-pipe alors? Ben, franchement parler, si. L'appel à l'insurrection du général américain Eisenhower va coûter cher à la résistance française. Même si les Alliés ont débarqué en Normandie, plus d'1 million de soldats allemands occupent encore le pays. Arrestations, tortures, exécutions sommaires,
Du nord au sud de la France, une répression terrible s'abat sur les résistants qui se sont découverts trop tôt. Le comble de l'horreur est atteint à Tulle, en Corrèze, libéré par les maquisards le 7 juin. 2 jours après, une division SS débarque en force et reprend la ville. Pour châtier la cité rebelle, les nazis font pendre 99 civils. À Londres, devant la violence de cette répression, les autorités de la France libre réagissent. L'homme qui dirige la résistance française, le général Pierre Koenig, avait laissé Eisenhower mobiliser tous les maquisards. Mais ce 10 juin, il change d'avis. Afin d'éviter de nouveaux massacres, le général français demande aux résistants de retourner à la clandestinité. Freiner au maximum activité guérilla. Impossible actuellement de vous ravitailler en armes et en munitions, évitez gros rassemblements. Dans leur forteresse du Vercors, les résistants ne comprennent pas qu'on leur demande de renoncer au combat 5 jours après les appels à la mobilisation de la BBC. De toute façon, il est trop tard pour renvoyer chez eux les volontaires. Maintenant, les gens sont arrivés, continuent à arriver, et vous ne pouvez pas les renvoyer. Parce que si vous les renvoyez du coup à la répression. Donc, les responsables du Vercors choisissent, je dirais, de contourner, mais pouvaient-ils faire autrement, un ordre qui, de toute façon, n'est pas réellement applicable sur le terrain. Quand les gens sont montés, vous ne pouvez pas les faire redescendre aussi facilement. La citadelle naturelle du Vercors donne à ceux qui sont montés au maquis un sentiment de sécurité. Les rares accès au plateau ont été coupés. Des résistants contrôlent les routes et vérifient les laissez-passer. Alors que les combats font rage en Normandie, le massif ressemble à un petit bout de France libérée. L'étudiant Marc Ferraud, résistant à Grenoble, vient d'arriver sur le maquis. Il découvre un univers presque irréel. Je me suis trouvé dans un pays libre. Alors qu'à Grenoble, il y avait la répression, des patrouilles, que les jeunes étaient toujours menacés d'arrestation ou de déportation. Au contraire, quand je suis arrivé au Vercors, il y avait des affiches de la République, il y avait des drapeaux bleu, blanc, rouge, il y avait une certaine allégresse des gens qui marchaient dans les petits villages. C'était tout à fait autre chose. C'était la libération avant la libération. Sur ce territoire grand comme un quart de la Corse, les maquisards décident de restaurer la République française. Le Vercors, qui était quelques jours plus tôt administré par le régime de Vichy, se place sous l'autorité du général de Gaulle. À dater de ce jour, les décrets de Vichy sont abolis et toutes les lois républicaines remises en vigueur. Une administration se met en place avec son tribunal, sa prison et même un service de courrier qui achemine les lettres en vélo ou à moto. Alors que la censure sévit dans le reste du pays, le journal Vercors, vendu 3 francs, est interdit aux collaborateurs, écrit avec un K. Partout, c'est la bonne humeur qui règne. Au quartier général, les chefs de la résistance, eux aussi, restent optimistes. La raison, c'est le plan Montagnard, accepté dès février 1943 par l'entourage du général de Gaulle. Le plan prévoit le parachutage de renforts alliés sur le massif afin de prendre à revers les Allemands au moment du débarquement en Provence. L'homme qui défend ce plan, c'est Eugène Chavant, un ancien cafetier devenu patron du maquis du Vercors. Pour s'assurer que le plan Montagnard serait bien appliqué, Chavant s'est rendu quelques semaines plus tôt à Alger, où se trouve le gouvernement provisoire de la France libre, sous l'autorité du général de Gaulle. Voici la réponse du Comité français de la libération nationale, datée du 30 mai 1944. Les directives données en février 1943 pour l'organisation du Vercors demeurent valables. Leur exécution sera poursuivie.
La lettre est signée par le secrétaire général du comité, Jacques Soustelle, pour le général de Gaulle. L'officier qui transmet à Chavant ce document lui promet l'envoi de 4000 parachutistes sur le Vercors. Au début, les promesses semblent tenues. Le 25 juin, les Alliés réalisent un parachutage d'armes sur le Vercors, le premier en plein jour. Désillusion. Dans les containers, quelques mitraillettes légères fixées sur des trépieds, mais aucune arme lourde. Ceux qui encadrent le maquis, comme Roland Bechmann, sont déçus. On a reçu tout de suite de quoi armer des gens qui pouvaient faire de la guérilla. Mais on n'a jamais reçu ce qui aurait été nécessaire dans une guerre de montagne, des mortiers. Il y a bien eu quelques bazookas qui ont été comme ça envoyés, il y a eu des mitraillettes également. Mais moi, encore une fois, comme simple deuxième classe, j'entendais les récriminations du commandement, puisqu'ils étaient dans les pièces d'à côté. N'est-ce pas? C'est pas ça qu'on voulait, etc. Les chefs du Vercors sont inquiets. Ils envoient un message aux Français d'Alger pour leur rappeler leurs promesses. La réponse n'est pas de nature à les rassurer. Ferons de notre mieux suivant possibilité, transport aérien limité. Il y avait un message codé, dont je n'ai pas compris le sens puisque je n'avais pas le code moi-même, n'est-ce pas? Et j'ai entendu dans la pièce d'à côté, c'est-à-dire dans la salle à manger, où il y avait le colonel, le commandant, etc., ils étaient 5-6, un hurlement de fureur. Les salauds, ils nous abandonnent, on est trahis, on nous a laissés dans un piège, on va être attaqués par les Allemands, etc. Ce que les maquisards ignorent, c'est que les promesses faites par le comité d'Alger sont impossibles à tenir. À l'époque, les forces françaises libres étaient entrées dans la guerre. Leurs chefs pensaient qu'ils avaient les moyens d'aider le Vercors, même sans l'aide des Américains. C'est pour cela qu'ils ont garanti au patron du maquis, Eugène Chavant, l'envoi de 4000 parachutistes. Erreur fatale. La promesse d'envoyer 4000 parachutistes dans le Vercors était parfaitement irréaliste. Nous n'avions pas les avions nécessaires pour les transporter. Nous étions dépendants de A à Z de la volonté des états-majors américains. Et le problème, c'est que pour le général américain Eisenhower, le Vercors n'est pas prioritaire. La priorité, c'est de débloquer la situation en Normandie, où la résistance allemande est plus longue et plus coriace que prévu. Et donc, je dirais, le Vercors, ils n'en ont même pas connaissance du Vercors. Ça ne les intéresse pas, ça ne fait pas partie d'une machine militaire qui est focalisée sur l'objectif stratégique, comment percer en Normandie. Les Anglais et les Américains s'en foutaient complètement du Vercors. Si le maquis pouvait les aider un petit peu en faisant sauter des trains ou en faisant sauter des ponts, c'était bien. Mais ils n'en attendaient pas l'élément constitutif de la victoire. Alors que l'aide promise aux maquisards se fait attendre, les Allemands massés à Grenoble reçoivent des renforts importants. Des troupes d'infanterie et d'artillerie viennent grossir les forces du général Pfalm et de sa 157e division. Fort de ses 15 000 hommes, il prépare une grande offensive, bien décidé à écraser ceux qu'il appelle les terroristes. Abandonnés par Alger, livrés à eux-mêmes, les révoltés du Vercors gardent pourtant la tête haute. Ils continuent leur défi à l'occupant. Le 14 juillet, des parades militaires sont organisées sur le plateau. Les maquisards déploient un immense drapeau sur la montagne, visible depuis la vallée où les Allemands sont regroupés. Eh bien, bien sûr que c'était des provocations. On a asticoté les Allemands, en parlant poliment. On a fait tout ce qu'on a pu pour les faire monter un petit peu sur le Vercors, parce qu'ils savaient ce qui se passait sur le Vercors. Le 21 juillet, aux premières heures de la journée, les maquisards sont réveillés par les vrombissements de moteurs d'avion. Les appareils arrivent du sud. Ils filent droit sur le plateau de Vassieux, au centre du massif du Vercors, là où Paul Borel et ses compagnons se sont préparés à recevoir des renforts. Les résistants retrouvent espoir. Dans la matinée, il y a des engins volants qui arrivent sur le plateau du Vercors. Comme on attendait
des troupes aéroportées et qu'on avait une piste d'atterrissage qui était terminée, on a dit ce sont les Alliés qui arrivent. Au bout de 10 minutes, ces planeurs commencent à passer, oui, ils rasent le village. Et dessous, les ailes et sous le ventre des planeurs, c'est les croix noires qui sont là. Les croix noires, c'est l'insigne de l'aviation allemande. Les planeurs d'assaut qui transportent chacun une vingtaine de soldats se posent sur la piste d'atterrissage préparée pour les Alliés. 400 soldats allemands jaillissent des appareils. Et tout de suite en batterie, et ils ont des lance-flammes, comme ils sont équipés comme des vrais commandos, et le massacre de Vassieux commence. Les quelques maquisards qui défendent Vassieux sont totalement pris au dépourvu par cette attaque surprise. Les soldats d'élite de la Wehrmacht progressent rapidement, ils brûlent les maisons et prennent position dans le village. Tandis que ces commandos pénètrent au cœur de la citadelle qu'on croyait imprenable, les troupes allemandes encerclent le massif et l'attaquent de tous côtés. Alors que la fin est proche, un dernier SOS est envoyé à Alger dans la nuit du 21 juillet. Les mots d'Eugène Chavant sont pesés et les accusations lourdes. Si vous ne faites rien pour nous aider, vous serez considérés comme des criminels et des lâches. Je dis bien des criminels et des lâches. À Alger, la formule de Chavant fait l'effet d'une bombe. Le général de Gaulle demande l'envoi de renforts. Pour la première fois, on semble prendre le Vercors au sérieux, mais le temps presse. Le lendemain, aucun renfort n'arrive et le maquis ne peut plus tenir. Les chefs ordonnent la fin des combats et la dispersion. Mais le massif du Vercors est bouclé par les Allemands. La citadelle imprenable se transforme en souricière. Épuisés, affamés, les maquisards se terrent dans les bois ou dans les grottes. Certains tentent de s'échapper. Ils sont exécutés par les Allemands. Félix Forestier, le caméraman clandestin du Vercors, sauve ses bobines de film en les enterrant sur place. La tragédie du Vercors n'épargne pas la population civile. Fin juillet, les Allemands ratissent le plateau sans aucune pitié. À Vassieux, on retrouve au milieu des ruines une soixantaine de cadavres, certains sauvagement mutilés. Dans le hameau de la Mure, 2 hommes ont été pendus de manière atroce en appui sur une seule jambe, jusqu'à ce que la fatigue les oblige à lâcher et à se pendre eux-mêmes. Le bilan est lourd. Même si les 3/4 des maquisards ont pu survivre dans les bois jusqu'au départ des Allemands, 200 civils et 640 résistants ont été tués dans le Vercors. Les Français d'Alger ont fini par monter une opération de secours destinée au maquis. Une cinquantaine de parachutistes sont largués le 31 juillet. Insuffisant et bien trop tard pour les sacrifiés du Vercors.